Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurentiis, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Arsène Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Salut mon copain. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler... Alors, c'est un peu... allez, on va dire, on va se focaliser sur le football belge et surtout sur deux joueurs, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Alors, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Kevin De Bruyne ou Eden Hazard, quel est le meilleur joueur belge au XXIe siècle? Je vais défendre Eden Hazard, pendant que Nicolas va défendre, lui, Kevin De Bruyne. On est toujours OK? Ok. Bon, allez, je lance le timer, c'est parti. Hop, c'est parti. OK. Je me rappelle plus, c'est moi qui démarre, c'est moi qui débute. Ah, ouais, on est d'accord, c'est moi qui débute. Oui. Ouais, d'accord. Comme ton micro s'était coupé, c'est pour ça. Alors, j'ai une tendresse particulière pour Eden Hazard. Je l'avoue d'entrée de jeu. Je me rappelle de lui il y a malheureusement maintenant déjà 15 ans, quand il débute en Ligue 1, aux côtés des Balmont, des Mavouba et des Aubragnac. Et dès les premiers matchs, je ne vais pas être très original, bah oui, j'ai remarqué la qualité et le potentiel du joueur. Et les 5 saisons qu'il a passées en Ligue 1, où on l'a vu passer du statut de jeune pousse à titulaire indiscutable pour terminer véritablement meilleur joueur de la Ligue 1. Pour moi, c'est déjà une sacrée performance qui situe le potentiel du garçon. Mais je me rappelle aussi surtout qu'il a su élever son niveau de jeu quand il est allé à Chelsea. Et en quelques semaines, il nous a refait un peu le coup de Lille avec des matchs XXL rapidement et un lien fort avec les supporters. Et à côté de ça, il a évidemment été un peu le symbole numéro 1 de la montée en puissance de la sélection belge. Ok, bien sûr, il y avait des De Bruyne dont on va parler, de Lukaku, il y avait des Lukaku, des Mertens, des Courtois qui l'ont accompagné, mais c'est lui qui, dans cette période-là, a concentré, on va dire, l'ensemble de la lumière on va dire de la sélection. Alors, je sais ce que tu vas sûrement me dire, il a manqué de rigueur pour être véritablement un joueur majeur dans les grands rendez-vous. La Champions League, il est passé à côté de l'histoire. Avec Chelsea, il n'a jamais été véritablement capable de répéter les perfs incroyables qu'on avait pu voir en Première Ligue. Et bien sûr, l'échec du Real Madrid, bah ouais, c'est un vrai caillou dans la chaussure de Eden. Ça, c'est le vrai problème. Je sais que ça a terni la fin de carrière et surtout, ça laisse un goût d'inachevé. Mais en fait, et je vais terminer là-dessus, pour moi, en fait, c'est limite, c'est le charme en fait d'Eden Hazard. C'est-à-dire qu'il est aux antipodes d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Haaland maintenant, c'est-à-dire des joueurs programmés pour gagner, pour être performants et être toujours dans la meilleure récupération, la meilleure hygiène de vie, tout ça. Eden Hazard, c'est un joueur humain avec toutes les failles que ça comporte. Et à la différence de ces deux joueurs-là, c'est pas le travail qui l'a fait arriver à ce niveau-là, c'est le génie. Et j'ai toujours tendance à un peu plus être indulgent avec ce type de joueur-là. Ça a manqué de travail et de persévérance. Ok, c'est peut-être pas un exemple pour les jeunes joueurs, mais c'est un joueur sacrément délicieux qui nous a tous fait rêver, quoi qu'on puisse en dire. Et rien que pour ça, bah pour moi, c'est lui le joueur belge du 21e siècle. Voilà, pour ma part, je sais que j'ai fait un peu. Non, non, mais... Allez, je te lance le timer, c'est parti, mon copain. Ok, alors moi je vais essayer d'être le plus rationnel possible dans mon explication. Je vais essayer de prendre le truc en 3 temps, style palmarès, statistique et ressenti global sur la carrière et sur ce qu'était le joueur sur le terrain. Au niveau du palmarès, quand on regarde, du côté d'Eden Hazard, on va se dire, ouais, ok, il a été champion dans 3 pays différents. Ok, ça marche, c'est pas mal. Alors que De Bruyne n'a pas été champion en Allemagne, il gagne une petite coupe quand même avec Wolfsburg, ce qui est quand même pas mal déjà, hein, Avec vu la Wolfsburg, ouais, c'est pas concurrence. mal. Voilà. Et puis après, quand on regarde au niveau européen,
Bah, du côté d'Eden Hazard, il y a une Europa League. Alors, je compte pas la Ligue des Champions parce que, s'il vous plaît, avec le Real, franchement, tu mets un ramasseur de balles à sa place sur le banc, il se passe la même chose. Mais du coup, tu regardes du côté de Kevin De Bruyne, bah, tu as une finale et tu as une Champions League remportée. Donc, pour moi, côté palmarès, sachant qu'ils ont eu la même trajectoire avec la Belgique tous les deux de toute façon, vu qu'ils étaient de la même génération, pour moi, c'est Kevin De Bruyne devant. Ensuite, vis-à-vis des statistiques, quand on regarde, c'est très équilibré. C'est-à-dire que quand on regarde De Bruyne en carrière, sur un peu moins de 700 matchs, il est à 168 buts et 284 passes décisives. Et quand tu regardes Eden Hazard, en 750 matchs, donc je pense qu'il a 70 matchs de plus, Mhm. il a 200 buts et 185 passes décisives. Donc, c'est-à-dire qu'en termes d'être décisif, De Mhm. Bruyne est plus décisif qu'Hazard finalement grâce à ses passes décisives, sachant que il a reculé, c'est-à-dire qu'en début de carrière effectivement il jouait lié, Ouais. mais ensuite il joue quand même au milieu de terrain. Donc voilà, et puis pour l'équipe de Belgique c'est quasiment pareil, je crois que ça doit être 33 buts pour Eden Hazard et 25, non, 26 ou 27 buts pour De Bruyne. Donc c'est pareil, c'est des statistiques qui sont très proches, sachant que De Bruyne joue plus reculé sur le terrain, ce qui peut-être finalement, on va dire un match nul, mais bon, j'aurais pu également dire que c'était Kevin De Bruyne. Et pour finir sur le ressenti, effectivement, Eden Hazard, c'était un joueur fabuleux, c'était un ailier dribbleur, étincelant, tout ce qu'on veut. Mais pour moi, De Bruyne, il va être au-dessus dans ce ressenti-là pour moi parce que c'est un joueur qui a été capable de se réinventer. C'est typiquement ces numéros 10 qui, suite à l'évolution du football moderne, n'ont plus joué à leur vrai poste. Et il a dû basculer déjà sur l'aile au milieu de terrain, apprendre à défendre, apprendre à également être un joueur d'impact, en plus de son génie vis-à-vis de la manière de distribuer des caviars et des passes décisives. Et je pense que moi, je mettrais De Bruyne en avant pour notamment ça, en plus de ce que j'ai dit avant, c'est que pour moi, il a un peu révolutionné le poste de 8, de mezzala, comme on dit en Italie, Mhm. alors que Hazard, aussi brillant et génial qu'il a été, n'a pas forcément révolutionné le poste d'ailier gauche que finalement il reflète à merveille. Mais De Bruyne, pour moi, de ce qu'il a apporté euh, vis-à-vis des numéros 10 qui reculent en numéro 8 en ayant quand même un impact physique important, et il a dû se réinventer même physiquement. Enfin voilà, pour moi, c'est un des meilleurs passeurs qu'on ait jamais eu de l'histoire du football. Donc pour moi, pour ces choses-là, je pense que De Bruyne représente pour la Belgique le meilleur joueur même potentiellement de son histoire. Ok, bah écoute, c'est un beau plaidoyer pour Kevin De Bruyne et je partage une bonne partie de ce que tu vas dire parce que voilà, très souvent dans nos débats, on peut avoir des sensibilités proches, enfin assez proches. Et là, encore une fois, il y a personne qui va avoir le fin mot de l'histoire. C'est vraiment une histoire de sensibilité et je partage aussi, ah oui, de ce que tu as pu dire sur euh, on va dire, entre la vision de la passe et la vision du jeu et le rôle sur lequel De Bruyne a pu faire évoluer son jeu et sa palette de jeu. Et évidemment que forcément, c'est des trucs, c'est difficilement contrable. Et c'est vrai, avant d'essayer de te contrer, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à l'argument de oui, il a non seulement su s'adapter, mais il est devenu maintenant une référence parce que c'est devenu une référence à son poste. Euh, alors que tu l'as dit, il a pas cette formation-là quand il arrive chez les pros. Donc, ça montre une capacité d'adaptation et aussi une polyvalence et surtout une intelligence de jeu. Donc, oui, ça c'est vrai que c'est énorme pour ce qu'il a déjà pu faire à ce niveau-là. Et il n'a pas terminé. Clairement. Clairement, moi, il y a un truc que j'ai pas non plus abordé, c'est la capacité de leadership. Parce que si on parle de la Belgique, évidemment, en toile de fond, on parle de l'équipe nationale. Et même si là, c'est difficile de les départager, comme on a dit, au niveau statistique et au niveau du palmarès, parce qu'ils ont quasiment les mêmes. Là, j'ai essayé de regarder un petit peu au niveau des capitanats, tu vois. Mhm. Et là, alors Eden est un poil au-dessus, mais avec plus de matchs, donc au final, c'est pareil, c'est assez proche. Par contre, là où moi, pareil, je remettrais De Bruyne peut-être un peu devant, c'est que je trouve qu'il a une capacité de leadership bien supérieure à Eden Hazard, qui, ok, parfois, parce qu'il avait la capacité aussi de pouvoir mobiliser les troupes, peut-être, mais moi, je le trouve quand même un peu plus discret et un peu plus individualiste. Attention, pas forcément sur le terrain, mais dans sa manière je sais pas, transmettre aux autres une certaine, Non, je mais sais c'est pas, une moi, des je trouve limites. C'est une des limites d'Hazard. Peut-être tu mets le doigt dessus, que ça soit avec Chelsea. Alors,
Évidemment, la période réelle, c'est difficile de l'évaluer parce qu'il n'a tellement pas eu d'impact et d'importance dans cette équipe-là dès sa deuxième saison que c'est difficile, on va dire, de prendre ça comme exemple. Mais même à Chelsea et même du côté de la Belgique, je suis d'accord, sans être un perso sur le terrain, loin de là, il avait ce côté un peu dans sa bulle, tu vois, et qui a, on va dire, a pu à certains endroits servir le collectif parce que passons la balle à Eden et puis il va réaliser le geste qu'il faut et ou la passe ou le dribble. Mais de l'autre côté, quand le bateau tangue, est-ce que réellement il est capable de remobiliser tout le monde? Pareil, je suis d'accord, il y a un doute. Peut-être que De Bruyne semble plus à même de jouer ce rôle-là, peut-être. Et ça a été un apprentissage aussi, je pense, parce que quand il est jeune, quand il est à Wolfsburg, notamment quand il joue un peu plus sur l'aile, oui, il était certainement plus discret, mais à partir du moment où il vieillit, il prend un peu plus d'expérience et qu'il devient le joueur majeur des joueurs majeurs de City, bah ouais, en fait, ça devient un espèce d'aboyeur. Et je pense que d'ailleurs, son repositionnement au milieu de terrain a joué, parce qu'il est encore plus au cœur du jeu, il est un petit peu la rampe de lancement des tactiques des coachs et puis des ballons qui arrivent en attaque. Donc je pense que ça aussi, ça a fait qu'il a développé un leadership qui est très important. Et franchement, ouais, sur le terrain, il parle beaucoup. Il y a aussi cette dimension-là, en fait. Cette dimension de leader qui fait que tu es un immense joueur, parce que tu fédères aussi un vestiaire, tu fédères d'autres grands joueurs. Et je pense que De Bruyne est au-dessus de d'Hazard à ce niveau-là. Non, mais après, ça peut totalement s'entendre parce que il a peut-être eu, tu vois, j'étais en train de réfléchir, est-ce que dans les rencontres qu'il a pu avoir avec les coachs, est-ce que c'est peut-être ça qu'il n'a pas manqué à Eden Hazard, c'est-à-dire le coach Peut-être. qui arrive à le canaliser véritablement, mais de lui faire donner 200% en fait de ses capacités, de se surpasser. Et c'est ça le problème, c'est Ouais, ouais. et je pense que pendant sa carrière, je l'ai dit, on a tous vu la qualité du joueur. Il a été capable de faire des perfs extraordinaires. Mais sur la régularité et dans les fameux grands matchs, tu vois, spontanément, si je te pose la question, est-ce que tu as un grand match de Ligue des Champions d'Eden Hazard qui te vient en tête? Je pense que tu vas galérer, tu vas pas en avoir un. Ouais, bof, hein. Tu vois, alors que des masterclass de Ah, hein. Bruyne en Ligue des Champions et pour des matchs importants, bah il y en a déjà quelques-uns Il y en a beaucoup. qui vont te venir spontanément. Donc c'est là aussi où je pense que peut-être l'aspect mental il manque, tu vois, et peut-être que la rencontre de Guardiola avec De Bruyne, avec cette capacité-là, peut-être à sentir le repositionnement du joueur et de lui faire, on va dire, donner son maximum à ce niveau-là. Je ne parle pas d'un repositionnement qui aurait dû se passer avec un autre entraîneur, mais plus un coach capable de dire, Eden, en fait, déjà, c'est déjà fort ce que tu fais, mais il faut que tu fasses encore 2 fois plus. Tu vois, et peut-être que dans les coachs qu'il a pu avoir, et il en a eu des bons, hein. Et moi, je pense à Conte, je pense à Sarri, Oui, oui. tu vois, il en a eu vraiment pas mal. Et malheureusement, cette impression de goût d'inachevé, elle reste. Je suis assez d'accord. Si on pouvait résumer ça peut-être en un mot qui trancherait un petit peu, c'est peut-être l'utilisation face à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que les top coachs qu'a eu Eden Hazard ont utilisé Eden Hazard en se disant, bon, j'ai un top joueur et j'utilisais comme ça dans mon système tactique. Alors que je pense que Guardiola, alors l'a fait aussi comme ça, mais en plus de ça, a fait progresser euh, De Bruyne dans sa manière de jouer et lui a donné une autre carrière en le repositionnant à ce poste-là. Alors je sais qu'il avait commencé aussi un petit peu à reculer à Wolfsburg, mais c'était pas encore entériné. Et vraiment, ce passage en 8, c'est Guardiola qui le fait. Et je pense que tu as raison, c'est l'histoire d'une rencontre. On ne sait pas si. Parce que quand on y réfléchit, il commence à Chelsea, je crois, De Bruyne, au tout début, dans sa toute jeune carrière. Ouais, ouais, c'est ça. Il est Et, arrivé à Chelsea. Il et est ça ne arrivé à fonctionne Chelsea pas. époque Mourinho. Donc, Voilà, et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas justement parce que Mourinho est certainement aussi un de ces coachs qui utilisent des joueurs à bon escient en se disant j'ai un bon joueur comme ci, comme ça, et qui peut-être ne font pas
tant que ça progresser les joueurs en les replaçant peut-être ailleurs sur le terrain ou en tout cas Ah, c'est leur pas sa marque évitant de de fabrique. meilleures C'est conditions. pas sa marque Voilà. de fabrique à José. Il a plein de qualités, mais celle-là, on va dire, de faire progresser le fameux jeune joueur. Alors oui, il y a deux, trois exemples de joueurs qu'il a pu prendre sous son aile et qu'il a essayé de faire passer, mais c'est pas un formateur dans l'âme. Et à ce moment-là où il a De Bruyne dans les mains, oui, alors il est devenu pro à ce moment-là, De Bruyne, mais il a besoin encore une fois de se faire aiguiller un peu. Et José, comme tu l'as dit, à ce moment-là, il utilise des joueurs qui peuvent répondre présent maintenant, tout de suite. Et à ce moment-là, bah, De Bruyne, les quelques fois où il a été titularisé, c'est comme ça là, quand il passe à Chelsea, bah, il n'est pas convaincant parce qu'il n'est pas en confiance, il est peut-être pas mis dans les meilleures conditions, et ça devient un flop. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre avec Guardiola change peut-être ça, et chez Hazard, on l'a moins, avec, comme tu l'as dit toi, peut-être des coachs qui voyaient que Hazard leur faisait gagner les matchs, et il n'y a peut-être pas, on va dire, l'axe de progression à voir chez Hazard. Peut-être chez tous ces coachs-là, qui sont pourtant de renom, se sont peut-être dit, écoute, ça suffit en fait, il n'y a pas besoin peut-être de chercher à développer plus Hazard, et ça s'est vu quand il est sorti du cocon de Chelsea. Bah, c'est là qu'est arrivée sa plus grosse désillusion, parce que plus dans ce cocon-là et plus protégé et avec une grosse pression au transfert à 100 millions, bah, c'est là où il a explosé malheureusement en fait. Oui, oui, je pense que Hazard avait vraiment besoin. Ça aussi, finalement, ça joue un petit peu en la faveur de Bruyne, ce que je vais dire en termes d'argumentaire, parce que Hazard, et je pense qu'il avait besoin d'être un peu la star de l'équipe pour pouvoir briller, se sentir vraiment utile dans le sens le leadership technique, tu vois. Mhm. C'est ce qui s'est passé à Lille, où en fait c'était la star de l'équipe. C'est ce qui s'est passé à Chelsea, où c'était la star de l'équipe. Et ça a été beaucoup plus difficile quand il y a eu la transition avec le Real. Alors que je pense que le repositionnement de De Bruyne au milieu de terrain et le fait d'arriver dans une équipe avec plein de stars à City, parce que même au départ, il n'était pas tout seul, hein, Mhm. il a fait, je pense, recalibrer un peu sa manière de voir les choses. Et je pense que De Bruyne, il est au courant que s'il fait briller les autres, tout en se mettant en avant, parce que faire une magnifique passe décisive, c'est pas se mettre en retrait par rapport à celui qui marque, plus maintenant dans le football, Ah peut-être non, à... bah non, maintenant on valorise assez maintenant le passeur et Voilà. les expected goals et expected assists pour savoir que maintenant le rôle du passeur, c'est plus juste anecdotique. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, je pense que De Bruyne, lui, par contre, s'est dit que plus il faisait briller les autres, plus il avait des chances tout simplement de remporter des trophées, d'être un bon joueur. Et je pense que lui, il s'insère beaucoup plus dans un collectif euh, vis-à-vis de sa posture. Je parle plus de posture que qu'Eden Hazard, tu vois. Et ça, c'est pareil. C'est quand même une preuve de maturité et tout simplement de capacité de performance à très, 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 très haut niveau, quoi. Ah non, bien sûr, c'est évident. Après, on est obligé de se poser la question, c'est-à-dire, comme on l'a dit dès le départ avec l'histoire de la sensibilité entre les deux, évidemment, moi, j'ai tendance à te dire que Eden Hazard, il m'a fait rêver sur le terrain, parce que voilà, le style, parce que, on va dire même la manière de faire, c'est-à-dire, c'était pas un chambreur sur le terrain, euh, capable de te glisser, on va dire, un petit pont avec un petit sourire derrière. Euh, et, euh, et aussi, on va dire, un côté un peu simple. Et c'est peut-être moi ça que sur lequel j'insiste, c'est ce côté humain. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu toi et moi. Et si on se met dans l'approche du football, hein, évidemment pas au niveau Ouais, du génie, ouais. on est bien d'accord, mais c'est-à-dire c'est toi et moi, ouais, il aime le foot, il aime ça depuis gamin, il adore jouer, mais par contre, est-ce que la compétition, le fait de devenir le meilleur, le fait d'être ballon d'or un jour, est-ce que c'est quelque chose qui, lui, l'animait? Bah, il a commencé déjà un peu à répondre à la question. C'est-à-dire, bah non, en fait. Parce que sinon, le fameux passage au Real, bah, il n'arrive pas avec autant de kilos en trop, et il n'arrive pas avec cette hygiène de vie-là, à ce moment-là. S'il veut vraiment, on va dire, tutoyer les sommets et devenir le successeur d'un Messi ou d'un Ronaldo, il vient pas ça. Donc, c'est peut-être ça, en fait, qui a encore une fois manqué à Hazard, ce côté motivation et ce côté, allez, je me fais mal, en fait. Et ça lui a suffi, en fait. Oui, ça c'est clair. En fait, tu as ce côté un peu insouciance, notamment chez le jeune, je sais plus, Eden Hazard à Lille, c'est Mhm. ça qu'on trouvait fou, c'est que tout lui semblait hyper simple.
il est éliminé avec une facilité déconcertante sans qu'on ait vraiment l'impression qu'il avait besoin vraiment de réfléchir à son geste. Et ça, c'est vrai que c'est assez fou. T'as un peu ça ramène un peu à ces débats, tu sais, de l'inné et de l'acquis. Lui, il était Mhm. très clairement dans de l'inné, quoi. C'est-à-dire que il avait ça un petit peu dans le pied, quoi. Les dribbles, il les sentait. Après, de là à opposer complètement Hazard et De Bruyne à ce niveau-là, je sais pas, parce que peut-être que De Bruyne est peut-être moins flamboyant au niveau des dribbles. Moi, être capable sur 35 ou 40 mètres de te faire une passe en extérieur du pied, ras de terre, qui arrive pile poil dans la course de l'attaquant qui a plus qu'à pousser le ballon, je sais pas quel est le Ouais, c'est geste aussi technique le plus sexy. Je suis complexe. Tu d'accord, je suis vois, voilà. d'accord. Il peut y avoir un côté, enfin, toi tu vas préférer la passe, moi je vais préférer le dribble, mais l'un dans l'autre, c'est difficile d'arriver à dire avec certitude, bah il y en a un qui était plus important ou plus esthétique. Voilà, c'est encore une fois une question de Non, sensibilité et ça c'est une question de sensibilité. C'est une question de sensibilité, je suis hyper d'accord. Alors par contre, je vais continuer un petit peu mon argumentaire pour essayer de te piquer un peu. Je pense que dans l'histoire du football, on a eu moins d'extraordinaires passeurs que d'extraordinaires dribbleurs, parce que je pense que peut-être que c'est un petit peu plus difficile. Mais tu vois, si vraiment je veux défendre encore un peu plus ma non, paroisse, t'as je raison, peux te t'as dire ça. raison, t'as raison. Et ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure aussi, avec l'impulsion qu'il a donnée à ce poste-là maintenant, de 10 reculés ou de 8 avancés, je sais pas, enfin, appelle-le comme tu veux, mais c'est-à-dire de ce joueur-là, comme il a impacté et il risque d'impacter pendant les prochaines années les prochains joueurs, est-ce qu'un joueur comme du profil d'Eden Hazard va impacter autant? Non, je suis d'accord. Les futurs joueurs vont s'inspirer d'Hazard, mais De Bruyne sera une référence, alors que peut-être Hazard sera un peu noyé dans la masse, parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de dribbleurs maintenant, en fait, et de ce profil-là. Des excellents ailiers, on en a vu effectivement quelques-uns ces derniers temps, ça c'est sûr. Sachant que moi aussi, ce qu'on peut dire de Bruyne, c'est que l'imprévisibilité, il l'avait peut-être un peu moins au niveau du dribble, mais il l'avait au niveau notamment du pied utilisé, parce que des buts incroyables, parce que oui, on parle de sa passe, mais il marque beaucoup, notamment une capacité de tir de loin. Ouais, ouais, C'est ouais, vraiment ouais. capable de Ouais, mettre c'est ce que des ce que frappes j'allais dire. Je suis d'accord. monumentales. Mhm. Et il est imprévisible, lui, parce que ses passes comme ses tirs peuvent arriver pied droit comme pied gauche. C'est certainement un des joueurs les plus ambidextres qu'on ait eu ces derniers temps. Et ça, c'est quand même fou. C'est-à-dire d'avoir une qualité de passe et de tir des deux pieds, Ouais. c'est quand même un peu hors du commun, moi, je trouve, hein. Oui, oui, après, voilà, mais c'est marrant parce que finalement, pour deux joueurs qui ont commencé leur carrière ailier gauche, Mhm. ça en a fait quand même des profils très différents par la suite, quoi. Ah bah oui, oui, bah, on vient de le dire, il y en a un qui est resté dans son registre, pendant que l'autre a su faire évoluer et son jeu et son bagage. Et il y en a un, on est obligé, et pareil, et pourtant je défends Eden Hazard, mais il y en a un, tu es obligé de voir que sur la continuité, bah oui, même s'ils ont 2 ans de différence, bah il y en a un qui est dans un des meilleurs clubs du monde, si c'est pas peut-être le meilleur actuellement, qui est titulaire, alors qu'Eden Hazard a globalement déjà terminé sa carrière il y a à peu près 1 an ou 2 ans déjà. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus ou que par intermittence. Donc c'est là aussi où forcément le poids de De Bruyne euh, est peut-être plus important et sur la durée c'est peut-être là aussi où ça va faire la différence, mais il y aurait un côté moral aussi, c'est-à-dire la régularité, la persévérance et le travail. Bah, au final, c'est eux qui sont récompensés plutôt que le génie brut. Même si encore une fois, c'est pas que ça, Eden Hazard. C'est pas juste que des fulgurances. Et il y avait aussi, pareil, même si c'était peut-être pas des finales de Coupe du Monde ou des finales de Ligue des Champions, mais des matchs énormes où il crevait l'écran et au-delà même des dribbles, il était vraiment le meilleur joueur sur la pelouse et ça se voyait de très très loin. Donc c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie le travail, le génie, l'inné et l'acquis, comme tu l'as dit? Ça pourrait faire pareil, un autre débat. Et ça résume bien, en tout cas, ce qu'on peut avoir sur ces deux sensibilités différentes, avec deux joueurs hors normes, mais qui ont pris des trajectoires différentes, avec aussi peut-être, comme on l'a dit, le choix des coachs et la rencontre des hommes, en fait. Tout à fait.
pour aller un petit peu dans ton sens, peut-être que donc vis-à-vis de donc moi, ce que j'ai avancé, peut-être qu'on retiendra plus De Bruyne comme le joueur clé belge, même potentiellement de l'histoire. Mais par contre, je pense que les buts qui traverseront les âges seront peut-être plus les buts d'Eden Hazard, notamment certains. Je pense à son but contre Arsenal, notamment un de ses plus beaux buts en carrière. Je suis Peut-être que d'accord. potentiellement, peut-être que potentiellement ces buts-là traverseront un peu plus le temps que certains buts de Bruyne qui sont magnifiques, hein, des frappes de 30 mètres et tout. Ok, ça Et peut être sympa, mais c'est peut-être un peu moins rare que certaines chevauchées incroyables d'Hazard sur après, 30-40 mètres. t'as raison. Après, ce qu'il aura pour lui, et ça nous permettra de terminer, de conclure un peu aussi dessus, c'est aussi la fameuse Coupe du Monde 2018 qui est un peu le summum avec la troisième place, récupérée par la Belgique à ce moment-là. Et oui, même pas qu'une histoire de sensibilité, mais sur cette compétition-là, je pense que Hazard, il est quasiment à son prime, il est au maximum de ce qu'il a pu faire. Et je pense que dans l'inconscient collectif belge aussi, ce parcours-là, avec la victoire aussi contre le Brésil en quart, ça a marqué. Maintenant, encore une fois, De Bruyne, il n'est pas étranger non plus dans ce parcours et il n'a pas fait juste les fins de match. Donc, il est Je crois qu'il est aussi. buteur. Il est buteur contre le Brésil en plus, je crois. Je suis d'accord. Donc, même en le disant, tu vois, je me dis, ouais, mais c'est vrai qu'en même temps, De Bruyne, il marque aussi C'est contre le chaud, ouais, Brésil. ouais. Tu vois, mais on va dire, je pense, sur la Coupe du Monde 2018, et il avait été, je Non, mais crois, oui, oui. Mm. élu le meilleur joueur de la compétition. Oui, il a marqué encore peut-être plus les esprits, et c'est peut-être dommage pour De Bruyne, qui pour l'instant n'a pas eu, on va dire, la chance de pouvoir être à son max. Parce que les dernières compétitions, je me rappelle, il les fait un petit peu sur une jambe, il revient un peu blessé, il n'est pas à son max, et il n'a pas pu avoir la vraie compétition à 100% avec les clés de l'équipe et tout ça. Et peut-être que c'est ce qui va se passer en 2024 avec l'Euro, hein. Peut-être que là, il Oui, sera oui, vraiment installé peut-être. comme le taulier, le leader, et peut-être qu'il arrivera à avoir le parcours significatif. Et peut-être qu'il y aura pu aussi Lukaku pour mettre ses passes décisives en tribune ou à côté des cages, alors que lui, il avait fait le boulot, quoi. Peut-être aussi que, bon, il y aura un attaquant qui transformera les passes décisives, quoi. Ah, après, c'est tout le charme de Lukaku, c'est-à-dire que s'il est en bonne phase, bah, il va pouvoir peut-être toutes les mettre, même les yeux fermés, à l'entrée de la surface. Et puis, à certains moments, Lukaku, on a pu voir, même à 3 mètres des buts, comme tu l'as dit, il est capable de faire un 1-2 avec le poteau. Donc, Voilà. mais voilà, c'est plus qu'à la limite, je pourrais lui souhaiter. C'est qu'il puisse avoir l'occasion de montrer une bonne fois pour toutes en sélection avec la responsabilité qu'il est encore une fois au niveau et peut-être même supérieur à Hazard. Mais allez, on va dire que c'est mon dernier petit argument pour Hazard. C'est avec ça que je vais essayer de m'en sortir pour Hazard. Bon, bah Nico, je te remercie pour ce petit débat. Encore un vrai plaisir. Yes, merci à toi. C'était cool. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner vos avis et nous dire ce que vous en pensez. C'est ce qui a fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.